Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis ce début de semaine, les 9 candidats en course pour la magistrature suprême amorcent la dernière ligne droite d'une campagne électorale qui a le mérite de faire courir des foules. Une semaine après le kick-off de cette campagne, nous dressons le bilan ce soir avec les mandataires des prétendants en route pour Etoudi. Une route qui reste parsemée d'embûches. Plusieurs candidats n'hésitent plus à bifurquer sur le Grand Nord, constituant la masse électorale prépondérante du Cameroun selon les sociopolitistes. Ce bastion politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais peut-il basculer vers l'opposition? Arguments et contre-arguments s'entrechoquent ce soir sur cet enjeu électoral. Voilà pour les deux axes qui constituent les thématiques retenues pour cette émission d'Etoudi sur les antennes de la télévision du Monde ce soir. Cette émission admet donc l'interactivité. Vous pourriez réagir au débat au 695 38 79 46, 695 38 79 46 et par WhatsApp au 651 74 11 31, 651 74 11 31. Cyril Sambaka, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, dont le candidat est en course pour la magistrature suprême cette année 2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je salue tous les téléspectateurs de LTM, je salue tous les panélistes. Juste à proximité de vous, on a Luther Meka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. C'est un plaisir de participer à ces débats et c'est un plaisir, n'est-ce pas, de représenter le parti national, le parti qui a un bastion national et le parti dont le candidat fait l'unanimité dans toute l'étendue du territoire. Jacques Maboula-Bouya, vous êtes issu de la coalition Akeremouna, un autre candidat en course pour Etoudi cette année 2018, président de la plateforme pour une nouvelle république. Merci de nous avoir rejoints sur les antennes de la télévision du Monde. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là ce soir pour dire ma profonde tristesse suite aux nombreux meetings et déploiements que nous avons opérés sur le terrain et le regard désespéré de toutes ces populations que j'ai croisées qui implorent le changement et qui suscitent un engouement pour une nouvelle république, qui souhaitent que la coalition se mette en place parce qu'ils désespèrent, ils n'arrivent plus à tenir, à joindre les deux bouts, ils font difficilement de repas, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à se scolariser et ils veulent absolument voir toutes ces infrastructures prônées par les leaders du changement et de la nouvelle république se mettre en place. C'est pour cela que nous sommes en orange aujourd'hui pour dire à ce peuple désespéré que le changement c'est la couleur orange. Fritngo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement écologiste. Des écologistes camerounais, membre du G20. Vous soutenez la candidature du chef de l'État Paul Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci aussi de m'avoir invité. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. J'espère que les enjeux sont assez grands pour cette élection. Et je suis là pour défendre ma conviction. Maître Roland, de soutenir la candidature de son Excellence Paul Biya. Juste à proximité de vous, on a Maître Roland Diéhou. Vous êtes mandaté par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont le candidat est également en course pour Etoudi. Merci de nous avoir rejoints. Merci M. Sanjo et merci de l'invitation que vous m'avez faite pour être présent sur ce plateau. Je salue tous les copanélistes ainsi que vous nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter la voix du candidat de la Renaissance nationale, du tireur de pénalty, le meilleur d'entre tous et celui-là que les Camerounais attendent pour provoquer le changement. Et c'est avec vous qu'on va commencer cette phase d'échange ce soir. D'abord, faisons finalement le point de cette campagne, rendue pratiquement plus d'une semaine du kick-off de cette campagne électorale. Au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on a le sentiment que les Camerounais fédèrent et adhèrent à l'idéologie et au programme porté par votre candidat. Ce n'est pas qu'un sentiment, M. Sanjo. Et je suis heureux que vous qui êtes de la presse et qui observez attentivement la scène politique puissiez sentir si vous me passez l'expression, ce sentiment qui vient du plus profond des populations camerounaises. Il vous souvient que la campagne du professeur Maurice Kamto a été lancée le samedi dernier à Bonabéry sous forte
escouade militaire, et c'est un fait qui était unique en son genre au cours de cette campagne. C'est le seul parti qui a lancé sa campagne sous l'œil vigilant des forces de l'ordre en grand nombre. Par la suite, cette campagne s'est déployée par un meeting exceptionnel qui a eu lieu toujours dans la ville de Douala, au niveau du stade Saint-Michel, et qui a drainé des foules qui ne savaient plus où rester. La suite de la campagne, vous le savez, mais ce que je veux dire en particulier, c'est que cette semaine de campagne qui s'achève, avec la pré-campagne qui l'a précédée, de mon point de vue, ressemble à une sorte de premier tour. On a bien vu que les candidats se sont déployés chacun à sa façon sur le terrain, mais qu'ils se dégagent comme une short list. Une short list de certains qui véritablement recueillent l'intérêt, l'adhésion, la mobilisation populaire. Et je ne vais pas bouder le plaisir de vous rappeler qu'il y a eu un meeting mémorable du professeur Kamto dimanche sur l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. N'eût été la fourberie habituelle du pouvoir en place, le public qui était déjà massé et massif à l'explanade du stade Omnisport aurait été encore plus important. On a bien voulu dévier la finale ou alors la dernière étape d'un tour cycliste à un endroit qui n'est pas habitué, simplement pour empêcher que les populations en grand nombre qui voulaient se déplacer pour ce meeting-là n'y aillent. Malgré la pluie quand même, c'était un succès retentissant. Et les informations qui me viennent de Bafoussam ce soir même font état d'une situation à donner la chair de poule. Le monde, la foule, le peuple qui s'est mis debout pour accompagner le professeur Maurice Kamto lors de son meeting cet après-midi dans la ville de Bafoussam est simplement époustouflant. Alors, en guise de première prise de parole et d'esquisse de bilan de cette première semaine de campagne et même de cette pré-campagne, nous sommes confiants quant à la volonté du peuple camerounais de provoquer le changement. Et le terme provoquer le changement, j'aimerais m'appesantir juste quelques secondes pour expliquer l'image. Je crois que le peuple camerounais est comme une femme qui est enceinte depuis 26 ans. Elle est enceinte du changement. Elle n'a pas pu voir ce changement naître en 1992. Il y a eu des épisodes qui sont passés par là. Et 2018, c'est l'année où ce changement va naître. Il va être provoqué. Et nous pensons que les mains expertes de candidats dont nous ne doutons pas de la qualité, ils sont nombreux qui ont cette qualité-là, mais parmi lesquels nous pensons que le professeur Maurice Kamto est le plus à même, le mieux placé pour porter les espoirs de ce peuple du changement qui n'attend que cela. Au soir du 7 octobre, nous aurons certainement les résultats de toute cette longue attente. Cyril Sambaka, l'Union démocratique du Cameroun s'est voulu quelque peu discret à l'entame de cette campagne électorale, mais visiblement, la caravane a pris du chemin depuis quelque temps. On a pratiquement amorcé une véritable vitesse de croisière. C'est un bilan, somme tous positif, rendu à plus d'une semaine de cette campagne pour l'UDC? Oui, disons que la dernière visite que le candidat de l'UDC, le Dr Adamu Ndamdjoe, a rendue à ses unités à travers le Cameroun date de 2 ans. De 2 ans pour la simple raison que l'expérience nous aurait montré que 15 jours de campagne ou de pré-campagne ne pouvaient pas mettre les candidats dans des conditions où ils peuvent rencontrer tout le monde. Donc, en réalité, nous avons préparé cela depuis longtemps. Et cette pré-campagne, c'est depuis 2 ans que nous savons que nos unités vont faire le travail sur le terrain. Nous avons fait des vastes meetings pendant les campagnes, dans les années antérieures, et puis on a quand même fait le bilan pour se rendre compte que ce n'est pas en 2 mois, ce n'est pas en 3 mois qu'on prépare une élection présidentielle. L'élection présidentielle se prépare longtemps avant. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont nos unités qui se mettent en ordre de bataille et puis font le travail sur le terrain. Donc, ça a cet avantage que vous préparez les choses au fur et à mesure, vous investissez moins d'argent parce que vous avez moins de pression sur un certain nombre de choses. Les unités administratives de notre parti font le reste.
ils font le travail. Et puis, ma foi, on est dans la logique de la décentralisation, de la régionalisation, du fédéralisme. Quand on est dans cette logique, on applique cela. Et quand on a de l'expérience, on va à l'essentiel. On va à l'utile. Et je dois vous dire qu'au moment où nous parlons, je ne peux pas vous dire que la caravane est en train d'aller par-ci. Nous sommes partout. Partout où nous pouvons être, partout où nous sommes. C'est vrai, moi j'ai fait le sud ce week-end. J'ai terminé par l'ouest. Je suis allé là où je pouvais aller. D'autres vont là où ils peuvent aller. Mais toujours est-il dit que nos caravanes se font. À Douala, demain, et on aura deux meetings, n'est-ce pas, pour nous adresser aux électeurs. Et je pense qu'on pourra faire une caravane. Bon, donc, voilà. Moi, je pense que nous sommes dans des situations sécuritaires dans ce pays qui demandent qu'on soit un peu plus discret. Vous voyez, efficace, mais discret. La seule chose que je peux dire, c'est que nous vivons à des moments très difficiles parce que l'UDC est attaqué de toutes parts. Et nous avons opté pour ne pas envenimer la situation. Nous disons tout simplement à nos électeurs qui n'acceptent pas d'être influencés par quoi que ce soit parce que nous savons qu'ils sont là. Eux, ils savent que nous sommes là. Et nous allons aux élections, donc leur voix compte. Le travail qu'on a fait depuis 26 ans, ça compte. Et le travail qu'on continue de faire, ça compte. Et je dois dire que dans un pays, on ne mesure pas bien les enjeux, on ne mesure pas un certain nombre de choses, mais c'est ouvert. C'est-à-dire que on va aux élections, nous allons aux élections au Cameroun, c'est décidé comme ça. Tout est ouvert. Et puis, le 8, je pense qu'on aura une idée précise de ce que sera le Cameroun. Jacques Maboula Bouya, Akéré est sur le terrain depuis pratiquement le lancement de cette campagne, et bien avant d'ailleurs. C'est un bilan positif au bout d'une semaine de campagne officielle lancée? Bilan largement positif parce que, souvenez-vous encore, quand le bâtonnier Akéré Mouna a initié cette plateforme républicaine visant à coaliser un ensemble d'énergie et de personnes pour mutualiser l'engagement politique à l'orée de l'élection de 2018. Beaucoup disaient c'est un nouveau, il n'a pas de parti politique, mais à ses déploiements successifs, il est démontré aujourd'hui que c'est véritablement un stratège et un homme opérationnel en termes de conquête de territoire. Sa descente successive dans tous ces territoires montre la foule en liesse. Et aujourd'hui, dans l'Adamawa encore, ça s'est redémontré. D'ailleurs, l'Adamawa est son bastion désormais, puisqu'il est présenté à l'élection présidentielle par le FPD, le Front Populaire pour le Développement. Et aujourd'hui, Akéré Mouna est véritablement une force politique, déjà parce que, il a été validé comme candidat. Deuxièmement, il a pu démontrer qu'il a une capacité à se maintenir et qu'il a un projet politique, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient. Et de plus, le contexte sociopolitique camerounais aujourd'hui, avec la crise anglophone, prête à ce que nous ayons un président anglophone. Le président Biya, pour plagier notre idée initiale, a dû mettre Atanga Diominat pour s'en inspirer. Parce que si on veut véritablement sortir de cette crise, il faut qu'un anglophone parle à ses frères et leur demande de déposer les armes. Et de tous les anglophones qui étaient engagés à la présidentielle, le meilleur profil, la meilleure expertise, la meilleure expérience, naturellement en termes de gouvernance et de réforme, c'était Akéré Mouna. Nous souhaitons que les Camerounais s'inspirent de son engagement qui est transpartisan, qui veut mettre en avant d'abord le Cameroun, mais au-delà du Cameroun, redonner de l'emploi aux Camerounais, redonner de l'espérance, rétablir la solidarité entre toutes nos communautés et faire en sorte que le Cameroun reste uni et indivisible au travers de toutes les péripéties que nous traversons et que toutes ces femmes qui n'arrivent pas à allaiter parce qu'elles sont mal nourries, que tous ces garçons qui se laissent aller à la drogue parce qu'ils n'ont pas d'emploi et désespèrent, tous ces jeunes qui ont pris pour option l'exil, l'immigration clandestine, recroient en ce pays par patriotisme, par attachement aux valeurs fondamentales de notre nation, et à travers cela, qui regardent très bien et se rendent compte que, plus que jamais, tous ensemble, nous devons être unis, non pas
dans un vote partisan, mais dans un vote républicain qui vise à sauver d'abord le Cameroun plutôt qu'autre chose. Et en cela, le bâtonnier Akeremouna, c'est une force incontestable et son programme politique qui vise à remettre des structures qui créaient des employeurs, à l'instar de la National Bank of Investment and Infrastructure, et aussi la Cameroon Railway Financing Corporation, qui vont créer des emplois importants. Et puis on a aussi des projets agricoles qui vont métamorphoser notre paysage et remettre la jeunesse au cœur même des priorités du développement. Cette approche de la gouvernance, cette ambition de réformer dans une restructuration au cœur, dans une triptyque État, économie, sociale, va certainement réconcilier les Camerounais, qu'ils soient anglophones ou francophones, Bamileke ou anglophones, Betty, Douala, etc. Ce qui fait la division aujourd'hui dans notre pays, c'est d'abord un État qui a géré de manière clanique et tribale les ressources de la nation, un État qui n'a pas su mettre au cœur du système le talent, la compétence et le savoir-faire, un État qui n'a pas eu une vision productive, un État qui n'a pas su que pour gouverner, il faut donner de l'emploi. Si vous ne donnez pas de l'emploi, vos recettes baissent et vous devenez un braqueur fiscal pour l'économie et les entreprises. Merci, il est important de revenir sur les fondamentaux de la construction nationale parce que le triptyque de la croissance repose sur 3 facteurs de production, la terre, l'homme et le capital. À ça, on ajoute le progrès technique et l'innovation. Si vous ne faites pas cela, dans toute économie, vous sombrez. Et le programme du bâtonnier Akeremouna repose justement sur cette vision équilibrée de la relance et de la croissance. Ceci dit, nous sommes ouverts à toutes ces forces qui, par le déploiement opérationnel, ont pu constater l'urgence et la nécessité de s'engager comme un seul homme sur le territoire. Et je tends encore la main à toutes ces forces politiques pour qu'on s'asseye et qu'on prenne une décision transpartisane qui mette le Cameroun au cœur de l'avenir de ce pays, parce qu'aucune famille n'a le droit d'être négligée et abandonnée dans cette aspiration au changement. Je rappelle simplement que cette émission ce soir admet l'interactivité. Vous pourriez donc, vous également, réagir aux échanges ce soir à travers les codes d'accès qui s'affichent au bas de l'écran. Luther Meka, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est finalement la cible de ce scrutin présidentiel de dimanche prochain. Au bout d'une semaine, est-ce que la machine est en marche? Disons que la machine est en marche depuis le lancement de la campagne et depuis même la pré-campagne. Beaucoup disaient que notre candidat, le président national, le président Paul Biya, était invisible. Il est sorti, il a fait une très grande sortie de l'autre côté de Marois. Et je crois que les Camerounais, dans l'ensemble, ont pu constater, ont pu tester, ont pu témoigner la popularité et l'euphorie que notre président national fait. On estime à près de 30 000. La presse allait même à 40 000. Hein? C'est dans le sillage. Hein, c'est dans le sillage. Près de 30 000 à 40 000 Camerounais du Grand Nord qui sont sortis pour adouber ce candidat national, pour pouvoir démontrer qu'il est en osmose, en fusion, n'est-ce pas, avec son peuple, notamment avec ce peuple du Grand Nord. Ce n'est pas un fait du hasard si le président Paul Biya a décidé de lancer sa campagne dans le Grand Nord. C'est tout simplement parce que ce peuple a démontré sa fidélité, sa loyauté au président Paul Biya, mais beaucoup s'est engagé à repousser avec les forces de défense Boko Haram. Vous êtes sans ignorer que dans cette partie du pays, il y a eu des comités de vigilance patriotiques qui ont fait un seul avec, n'est-ce pas, qui ont fait équipe avec les forces de défense. Ils ont pu repousser Boko Haram. Donc, le président Biya a tenu certainement à leur remettre l'ascenseur, à donner l'honorabilité à ce peuple-là. Pas plus tard qu'aujourd'hui, le président Biya, dans son travail, dans son exercice à pouvoir faire des grands projets pour le Cameroun, vient de recevoir, comme vous avez pu le constater, le président Ahmad Ahmad, pour qu'il n'y ait plus d'équivoque sur l'organisation de la CAN. Et vous avez vu, n'est-ce pas, ce grand sportif, Samuel Eto'o, qui a décidé, n'est-ce pas, de voter le président Paul Biya et qui a décidé de faire la campagne pour le président Paul Biya. C'est tout le pays qui s'allie, n'est-ce pas, face à ce leader qui a toujours donné au Cameroun son rayonnement, qui a toujours donné au Cameroun son étoile sur le plan mondial. Et c'est un président qui démontre effectivement qu'il a l'assentiment du peuple. Le dernier en date
le dernier soutien en date, et dont il faut le révéler, c'est le président Ekindi du MP, le chasseur du lion, qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans la tanière du lion et qui a décidé de soutenir le président Paul Biya. C'est pour vous dire que c'est une déferlante tout à fait totale dans la nation qui se fédère autour du président Paul Biya parce que c'est le candidat de l'expérience, parce que c'est la force de l'expérience, c'est l'homme dans une posture, dans une carrure, dans un charisme reconnu mondialement qui a décidé, n'est-ce pas, d'accompagner le Cameroun vers l'émergence. C'est pour vous dire que c'est avec beaucoup de joie que je vous présente ce bilan. Ce bilan, comme vous avez pu le constater avec les démonstrations de force, notamment le lancement de la campagne à Saint-Mélima sous la coordination du ministre Moutazé. Vous avez vu le lancement de la campagne par le président national lui-même à Maroua. Vous avez vu le lancement de la campagne ici à Kamtel où on estime à près de 20 000 personnes. Ce sont des démonstrations qui démontrent que le président Paul Biya reste l'homme de la situation. C'est pour ça que je pense qu'il est le candidat national, c'est le parti national et c'est le parti auquel les Camerounais doivent faire confiance. Parce que celui-là, il a toujours lutté pour les jeunes. Vous vous rappelez du recrutement des 25 000 agents de l'État, lorsque les mêmes personnes de l'opposition venaient dire cela ne pourra pas se réaliser, la dépense publique ne peut pas s'arrimer à cela, ce n'est pas inclus dans le budget. Je vous rappelle même qu'il y en a qui expliquaient que ça devait se faire en décembre. Le président Biya a coupé net la rumeur, il a dit ça doit se faire tout de suite. Et aujourd'hui, je suis fier de rencontrer des amis, des camarades qui s'appellent les 25 000 de Paul Biya, et c'est bien pour la jeunesse. Il a mis sur pied de multiples projets que vous connaissez, nous allons pas revenir là-dessus. C'est pour vous dire que le président national, le président Paul Biya, est effectivement l'homme de la situation et il n'a pas besoin de campagne pour se mettre en exergue parce qu'il travaille pour le Cameroun depuis plusieurs années. Il continuera toujours à servir le Cameroun. Alors, Frit Ngo, vous qui êtes du G20, et soutenez la candidature du chef de l'État, Paul Biya, en course pour la magistrature suprême cette année. Au bout d'une semaine, au-delà de l'effet d'annonce du soutien, le G20 s'est-il véritablement déployé sur le terrain? Absolument. Je commence par dire que je ne bouderai pas mon plaisir parce que c'est depuis 2011, moi-même j'ai été candidat à l'élection présidentielle et c'est depuis 2011 qu'on attendait fermement cette élection de 2018. Et aujourd'hui, cette élection a eu lieu. Moi, je ne serai pas trop long comme mes panélistes. Je voudrais tout simplement dire que je suis fier de voir Elecam organiser une élection libre, crédible et transparente, malgré la situation du pays. Je dis malgré la situation du pays. Je pense à la zone anglophone, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, mais les choses sont en train de s'organiser pour que tout le monde puisse voter normalement. On parle ici d'une semaine des élections. Je suis très fier que le candidat que moi je soutiens est en pole position par rapport au sondage. On a toujours dit que les sondages là c'était faux, mais aujourd'hui on se rend compte que sur le terrain, sur toutes ces formes, le fond est là. Le fond, c'est qu'il n'y a pas match. Les sondages nous donnent déjà 80% de points par rapport aux autres candidats. D'intention de vote. Voilà. Donc je suis vraiment fier de mon candidat. Et si je le soutiens, c'est par conviction. C'est par conviction, pourquoi? Parce que la politique du président Biya demain doit s'accompagner par l'implémentation comment dirais-je, par l'implémentation de la politique environnementale pour le développement durable. Vous savez, il n'y a pas un pays épargné par le changement climatique. Raison pour laquelle moi je soutiens la candidature du président Biya. Autre chose, il y a le problème sécuritaire. Autre chose, qui dirait mieux par rapport à nos relations bilatérales et multilatérales? Qui dirait mieux? Il n'y a pas. Moi, je pense aujourd'hui que les Camerounais doivent comprendre tout simplement qu'il faut une continuité et on attend des réformes, les vraies réformes, pour
sauvegarder nos acquis. Raison pour laquelle je me dis que pendant les 1 semaine, sans heurte, tout le monde fait son parcours sans problème, sans intimidation. Je salue tous les Camerounais. Franchement, je les salue pour leur compréhension et pour leur maturité. Quand déplaise à certains, laissez-moi vous dire, qui sont en train de dire aujourd'hui que si on déclare le président Biya demain vainqueur, ils vont faire du désordre. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et franchement, c'est malheureux de commencer à prêter ce genre d'intention. Je crois que c'est une option qui n'est d'ailleurs pas envisagée. Oui, c'est très malheureux. Si on en parle, on est en train d'en parler ces derniers temps, c'est vraiment malheureux qu'on arrive à ce point. Nous avons besoin de la paix. Et parce que si ça va commencer aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc nous avons besoin de la paix pour que le Cameroun avance. En tout cas, je pense qu'au niveau du RC, c'est plutôt un discours d'apaisement par rapport à ce scrutin, et on est responsable dans les actes que l'on pose. Je voudrais finalement vous relancer sur cette campagne-là pour vous questionner. On a observé cet engouement populaire, mais finalement, il y a une question en toile de fond, c'est quasiment des jeunes, pour la plupart, qui ont répondu aux multiples meetings de votre candidat, mais ça s'est vu avec les autres candidats à la magistrature suprême. Est-ce que ce suivisme qualifié par certains vous donne le sentiment que le discours porté par votre candidat est réellement passé? Alors, je ne sais pas si vous êtes offusqué du fait que ce soit des jeunes qui suivent le discours et qui comprennent. Non, parce qu'ils sont pratiquement dans tous les meetings. On les a vus dans les meetings du RDPC, on les voit dans les meetings des autres candidats. La question est de savoir si finalement ces shows populaires permettent de faire passer le message. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure que l'avenir du Cameroun appartient, me semble-t-il, en priorité à cette jeunesse-là. Et c'est donc normal que le candidat Maurice Kamto, qui a fait de la jeunesse une priorité de son programme, soit écouté et suivi par ceux des jeunes qui viennent à ces meetings. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont à d'autres meetings, ce qui est une bonne chose, parce que ça nous donne une information qu'on n'avait pas jusque-là. L'information, c'est que de plus en plus les jeunes s'intéressent à la politique. On avait jusqu'ici une jeunesse pratiquement zombifiée qui avait comme consommer du somnifère et qui ne s'intéressait plus du tout. On n'a pas le sentiment que cet intérêt se mesure au vu des chiffres rendus publics par ILECAM. On n'a pas beaucoup avancé en termes d'inscription sur les listes électorales. J'ai coutume de gérer les situations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il y avait un problème avant que le corps électoral ne soit convoqué. C'était celui d'inscrire les gens sur les listes électorales. Ce débat-là, on l'a fait sur tous les plateaux. On a tous constaté que sur les 15 millions de Camerounais qui auraient pu s'inscrire, finalement, il n'y en a que 6,5 millions environ qui l'ont fait. Ce débat, il est clos. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui vont décider le 7 octobre. Ils ne sont pas 15 millions comme on l'aurait souhaité. Mais ils sont quand même 6,5 millions. Oui. Et c'est ces 6,5 millions là, sur ces 6,5 millions là, pardon, il y a effectivement beaucoup de jeunes. Et donc, pour revenir au début du propos que je tenais tout à l'heure, je suis très heureux que des jeunes fassent foule lors des meetings politiques. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Dans 7 ans, le président Paul Biya aura, je crois, 92 ans. Son avenir est derrière lui depuis longtemps. Depuis très longtemps. Or, un jeune Camerounais de 30 ans, de 25 ans, de 20 ans, dans 7 ans, n'aura pas 40 ans. Et avant 40 ans, on se construit dans une vie. On fait des projets, on a des rêves, on se réalise. Cette jeunesse a besoin de se réaliser. Et elle a donc besoin d'un candidat qui lui donne des orientations claires sur les axes par lesquels il pense qu'elle peut construire cet avenir-là. Et évidemment, ce n'est pas avec la force de l'expérience de 36 ans sans résultat qu'on va construire cette jeunesse-là. C'est pour ça que, vous l'avez dit vous-même, les meetings, les activités politiques du professeur Maurice Kamto, et je le dis toujours, n'en déplaise, du professeur Maurice Kamto et d'autres candidats valeureux à cette élection présidentielle sont courus par les jeunes. Mais je voudrais que vous aidiez le peuple à ne pas les
décourager. Le peuple fait déjà sa part. Le peuple est en train de faire sa part. Le peuple est en train d'indiquer la voie. Et la voie que le peuple est en train d'indiquer, c'est la voie du changement. Lors du meeting, pour une fois, je parlerai de notre adversaire, le RDPC, lors du meeting que le président de la République, encore que ce n'était pas un meeting sur le plan formel, c'était une visite officielle déguisée qui a servi de meeting de lancement de campagne pour le président sortant après une semaine de campagne électorale. Lors de ce meeting-là, on a vu une image. Je suis sûr que les stratèges du RDPC voulaient faire parler cette image-là, mais voulaient qu'elle parle aux opposants. Il était écrit sur la banderole « Nous ne sommes pas des moutons ». Je crois que c'est exactement le message que la population camerounaise est en train de donner à ceux qui répètent comme un chapelet les 36 années de médiocrité par lesquelles on est passé. Il est en train de dire, pardon, ce peuple camerounais, nous ne sommes pas vos moutons. Nous avons besoin du changement. Maintenant, le discours d'apaisement, le professeur Kamto fait sa campagne avec un geste, avec un arbre de paix. Pour ceux qui sont originaires de la région de l'Ouest, c'est une symbolique assez forte. L'arbre de la paix. Et il ne fait pas seulement dans le symbolisme, il le dit également dans son discours. J'ai suivi son discours à Bafoussam cet après-midi. Il avait dit la même chose à l'esplanade du stade Omnisport à Yaoundé. Il avait dit en public aux militants, aux populations massées, accompagnez-moi afin que si au soir du 7 octobre, le président Paul Biya est battu, que nous l'encadrions, que nous le protégions afin que rien ne lui arrive. Parce que nous ne faisons pas la politique contre quelqu'un. Nous ne faisons pas la politique de la chasse aux sorcières. D'ailleurs, il n'y a pas le temps pour faire cette chasse aux sorcières. Parce qu'il y a tellement de choses à construire pour ce pays. Nous faisons la politique pour le Cameroun, non pas contre. Et donc, évidemment, si au soir du 7 octobre, les résultats sont favorables au président Paul Biya, dans le cadre d'une élection transparente, crédible, évidemment, et le professeur Kamto l'a dit lui-même, il sera le premier à lui passer un coup de fil. Vous posez déjà des balises. Pour transparence. Bien entendu, vous ne pouvez pas admettre de perdre un match dans lequel l'arbitre a tout fait pour que votre adversaire gagne. Il faut déjà qu'on s'entende là-dessus. Et ça me permet de faire une précision que je n'ai pas faite tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est le propos de monsieur... Les règles ne sont pas claires, à votre avis? Les règles actuellement... Je vais prendre simplement quelques exemples. Le code électoral dit qu'il revient à Elekam de fixer, par exemple, le format de l'affichage. Je crois qu'Elekam a péché par omission. Je crois qu'Elekam a choisi d'encourager un des candidats simplement en s'abstenant. Il y a des voies de recours. Bien entendu, justement, voilà la question. On dit qu'il ne faut pas rendre justice tout simplement. Il faut rendre justice en donnant le sentiment que cette justice est véritablement rendue. Si on dit qu'Elekam est l'arbitre, que c'est Elekam qui doit être impartial, et qu'Elekam dit, moi je fais d'abord mes omissions, et puis ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se plaindre. Oui, c'est vrai. Il revient aux autres de se plaindre, mais ça n'empêchera pas, vous n'empêcherez pas aux gens de noter que l'Elekam a péché par omission. Je finis en indiquant, à côté de l'Elekam, le rôle trouble que l'administration a eu à jouer dans cette campagne électorale. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, cette campagne ne s'est pas déroulée tout à fait sereinement pour tous les candidats. Il vous souviendra que le meeting du MRC à Kribi a été manu militari, en tout cas annulé, parce que il a été impossible pour les équipes du professeur Kamto de faire leur meeting sur une place de fête où la déclaration avait été faite, mais à cause de l'autorité administrative. C'était également sous un certain nombre de menaces, sous le regard complice de l'autorité administrative que hier soir, à Mbalmayo, le meeting du professeur Kamto s'est déroulé bon an, mal an. Je peux multiplier des exemples. Ce matin encore à Bafoussam, il y avait à la place des fêtes qui avait été réservée un mois à l'avance pour ce meeting-là, des effets déposés là
par des gens manifestement qui venaient faire un meeting du RDPC. Il a fallu des tractations, etc. etc. Vous faites un procès en sorcellerie. Je ne fais pas de procès. Peut-être que c'est vous qui le faites, ce procès en sorcellerie. Vous avez déjà des identifiants. Nous avons des éléments, nous avons des faits sur la table. Et ces faits-là nous permettent, en l'état, de dire que Elekam et l'administration ne peuvent pas être irréprochables. Voilà ce que nous avons dit. Mais cela étant dit, la campagne, elle continue. Nous menons notre train de campagne sereinement. En plus de mener notre train de campagne en cherchant la principale coalition qui fait gagner les élections, c'est-à-dire la coalition avec le peuple, nous discutons. Et nous continuons de discuter. Le professeur Kamto et ses équipes continuent de discuter avec toutes les forces du changement. Vous savez et vous le savez, personne n'a cherché la coalition plus que le professeur Kamto. Personne n'a écrit avec décharge à l'appui à tous les acteurs de la scène politique camerounaise, longtemps avant la convocation du corps électoral, pour mutualiser les forces, pour travailler ensemble, pour créer une synergie, plus que le professeur Kamto. Nous, à 5 jours des élections, nous ne perdons pas espoir. Nous gardons la foi. Et je suis heureux d'apprendre. Pas d'apprendre. Je suis heureux d'entendre, puisque je sais que, par exemple, certaines formations représentées sur ce plateau sont elles aussi ouvertes à une discussion. Nous espérons qu'au final, même si c'est au soir du 6, qu'une coalition, ou en tout cas une dynamique d'ensemble pourra assurer cette fois-là la victoire du peuple du changement. Cyril Sambaka, sur l'efficacité de ces campagnes électorales, est-ce qu'on se rapproche de près ou de loin du syndrome des années 92, où on est bien loin de cette réalité-là? Est-ce qu'engouement veut dire efficacité? Non, en fait, 92 était exceptionnel. 92 était exceptionnel, mais c'était à peu près la même chose. Nous, on était jeunes. En 92, on était jeunes comme les jeunes d'aujourd'hui. Je dois dire que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la coupure qu'il y a eu après nous, de la jeunesse à la chose politique, a véritablement posé des problèmes dans ce pays. Parce que il y avait une jeunesse, effectivement, qu'on appelait une jeunesse qui allait dans la politique, mais en réalité, c'était, comment on les appelle, des jeunes qui plutôt bourraient les urnes pour le parti au pouvoir. Vous voyez, c'était un bétail électoral en même temps. On les ramassait partout, même dans les universités. Cela s'est passé à une certaine période. Pourquoi? Parce que 92 a été une période où certaines personnes n'avaient pas compris que la politique, c'est une course de fond. Et que quand on y va, on peut gagner comme on peut perdre. Alors, il y a eu comme une masse de plomb qui est tombée sur des jeunes qui avaient un engouement terrible pour le changement et qui savaient qu'on allait changer. Or, ça n'a pas changé. Ils se sont éloignés de la politique et ceux qui venaient après eux n'ont pas pu s'intégrer dans la politique. C'est il y a quelque temps, je pense même pas qu'il y a 1 an, qu'on a commencé à voir des jeunes, peut-être parce qu'il y avait les réseaux sociaux et autres, qui ont commencé à s'intéresser à la politique. Et nous nous sommes dit, ah tiens, alors quelque chose va redémarrer dans ce pays. Quelque chose va redémarrer dans ce pays parce que on était coupé de cette jeunesse. Mais je ne sais pas si ce sont les jeunes ou c'est le parti au pouvoir qui a commencé à instrumentaliser la jeunesse. Et la jeunesse est partie sur le principe que on allait bâtir une nouvelle opposition sur les cendres de l'ancienne opposition. Vous comprenez? Ça, c'était une erreur. Ça, c'était une erreur parce que, en réalité, les élections de 2011, si vous vous souvenez, lui, il peut s'en souvenir parce qu'il était candidat. Les élections de 2011 se sont terminées. Juste après les élections, il y a eu ce qu'on appelait le G8. C'est-à-dire des candidats à cette élection qui s'étaient retrouvés pour bâtir une sorte de coalition qui allait s'élargir au fur et à mesure
pour préparer 2018 et pour préparer les élections législatives et municipales. Donc, pour dire que dès qu'on a donné les résultats d'une élection, il faut commencer à apprêter la prochaine élection. Malheureusement, nous avons progressé. Et à un certain moment, on est arrivé au stade où il fallait faire une analyse. Cette analyse était simple. Pourquoi avons-nous échoué en 2004? Nous avons échoué en 2004 parce que c'était un four à moulin où on entre, on sort. On entre, on sort comme on veut. Alors on a dit non. Il faut donc bâtir tout sur la base d'un pacte républicain. Ce pacte républicain où on s'engage à travailler ensemble et en équipe pour les élections à venir, sur la base d'un programme qu'on élabore ensemble. Mais, de quoi a besoin le Cameroun? Le Cameroun a besoin d'une transition. Une transition qui met à plat, n'est-ce pas, les problèmes que nous avons rencontrés, qui remet en route une institution démocratique, qui met le peuple au cœur du système avec la décentralisation, la régionalisation ou le fédéralisme des régions, tout ce qu'on peut appeler, pour mettre le développement local au cœur de ce que nous voulons faire. Malheureusement encore, on a cheminé pendant un certain temps, on y a associé la société civile, on a écrit une charte et on a fait un papier pour qu'on puisse prêter serment. Malheureusement, comme je dis encore, il y a eu une sorte de lassitude. Nous sommes restés dans ce pacte républicain, je crois au nombre de 3, et on a vu dans les journaux écrire que deux rats quittent le navire du G8. Encore les journalistes qui ont se mis à écrire n'importe quoi. Donc ce pacte républicain existe, a toujours existé. Au lieu qu'il soit étoffé pour travailler pour 2018, il est resté comme en jachère. Alors, quand on arrive, on dit, il faut faire une coalition. Mais la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Or, dans le cas d'espèce, nous avons vu des signataires de la coalition, du pacte républicain, qui ont signé, quitté le pacte républicain sans rien dire, sans même avertir. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour nous, il est question que le peuple s'exprime réellement le 7. Et que chacun choisisse en son âme et conscience. S'il y a une coalition ponctuelle qui se fait, c'est très bien. On n'a pas à apprendre les coalitions à l'UDC. L'UDC a déjà fait des coalitions gagnantes. Vous comprenez? Que ce soit localement, on l'a déjà fait. Donc nous savons ce que c'est. Et nous savons ce que c'est que les coalitions antérieures où on désigne un candidat, un autre se lève, il dit que ce n'est pas possible. Nous savons tout ça. Donc il faut toujours voir d'où on vient pour savoir où on va. Parce que nous, en ce qui nous concerne à l'Union démocratique du Cameroun, nous disons que tous ceux qui pensent que nous avons un bon programme, nous avons un leader qui n'a aucune tâche sur lui et qui est dans l'opposition depuis 26 ans, qui ne s'est jamais compromis, mais que beaucoup de gens prennent le plaisir à saboter, puisqu'il y a encore hier, on me disait, mais ton leader, il paraît qu'il est mort, il paraît qu'il a été évacué aux États-Unis par Paul Biya, etc. Vous savez depuis quand on a dit que Adamou Ndamjoya roule pour Paul Biya? En 1991. Mais, chemin faisant, il s'est avéré être le vrai opposant. Vous comprenez? Donc, moi je dis, tout ce qui se passe là, pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, fort de notre expérience, nous disons que le Cameroun redécolle en 2007. Le 7, après le 7. Si on a pu renverser l'ordre établi, ça va aller plus vite. Si on n'a pas pu renverser l'ordre établi, la politique, c'est une course de fond. Tout à fait. Il faut que les gens sachent que on n'obtient rien facilement. Et que la politique spectacle est quelque chose de fondamental parce que ça plaît
Nous avons vécu ça pendant des années. On faisait des grands meetings, etc., etc. Le RDPC est venu nous montrer qu'on peut capitaliser et mettre 50 000 Camerounais en ordre de bataille. Et quand on va montrer ça, on va avoir l'impression que le RDPC gagne partout, alors que, en réalité, ces gens sont des gens qui se disent pourquoi ne pas prendre du pain, de la sardine, de nos impôts. Bon, maintenant, si l'opposition veut imiter la même chose, il n'y a pas de problème. On imite la même chose, mais seulement le résultat qu'on va avoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits. Bon, je ne veux pas fragiliser quoi que ce soit, mais je dis, il faut faire ça en même temps, faire le travail du terrain que l'opposition est en train de faire. Toute l'opposition travaille sur le terrain. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut travailler sur le terrain et ne pas faire des grands meetings. Vous comprenez? Moi, j'ai été dans le sud, dans la vallée d'une Thème. J'ai fait plusieurs meetings à plusieurs endroits et c'était véritablement bien fait. Je suis allé à l'ouest, j'ai fait des meetings, je suis revenu. Donc, l'essentiel, c'est de garder la flamme. L'essentiel, c'est de se dire que voilà, il faut tout faire pour qu'on ne perde pas une seule voix de l'opposition, parce que si les Camerounais sont véritablement conscients du fait qu'il faut un changement, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'opposition ne pourrait pas gagner. Même si, d'ailleurs, il n'y a que 8 candidats face aux candidats du RDPC. Donc, pour moi, je me dis que les vrais enjeux commencent le 7. Vous voyez? Ça commence le 7, c'est à partir de là. Mais, permettez-moi aussi, comme les autres ont fait, de parler de leurs candidats. Moi, je n'ai pas parlé de Dr Adamou Damdjoya, n'est-ce pas? Parce que les jeunes ne le connaissent pas, mais les vieux le connaissent. C'est-à-dire les gens qui ont mon âge, là, ils le connaissent bien. Ils savent que Adamou Damdjoya, c'est lui qui a été le médiateur en Afrique du Sud, quand les Noirs s'entre-déchiraient, et allaient demander au directeur de campagne du professeur Kamto, qui a été en Afrique du Sud. Il a rencontré le chef Boutelesi. Qu'est-ce que le chef Boutelesi lui a dit? Est-ce que vous connaissez Adamou Damdjoya? Il dit oui. Il dit, ce monsieur nous a rendu beaucoup de services avant que Mandela ne sorte de prison. C'est pas aujourd'hui, c'est un médiateur international pour les conflits. Donc il faut le savoir. Il faut savoir que même ici à côté, qu'on appelle RCA, c'est Damdjoya que l'Union européenne a envoyé pour aller voir la situation de la RCA, où il a trouvé que toutes les institutions étaient par terre. Il n'y a que la commune de Bangui qui fonctionnait. C'est pour cette raison que vous avez vu que cette dame est devenue présidente de la transition, etc. Il fait beaucoup de choses à travers le monde. Les jeunes ne le connaissent pas, ça je le leur concède. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais au fait, pourquoi on ne parle pas finalement aux jeunes d'Adamou Damdjoya? Nous pensons que tout le monde le connaît. Non. La vérité c'est ça, c'est que ce qu'il veut transmettre, c'est ce qu'il a capitalisé tout au long de son parcours. On n'est pas là parce qu'on veut s'agripper ou remplacer quelqu'un d'autre. Mais il faut transmettre le savoir. Nous sommes le seul parti qui, depuis 5 ans, faisons les journées républicaines de dialogue et de... Je crois que M. Meka le sait. Nous le faisons une fois par mois depuis 5 ans. Et est invité tous les partis politiques. Le RDPC, les autres partis viennent. Vous comprenez? Et on met des experts, on débat d'un sujet. Et avec la presse, on débat de cela une fois par mois, pendant 5 ans. Nos archives sont pleines. C'est pour ça qu'on les digitalise. Nous travaillons pour le Cameroun, nous ne travaillons pas pour nous. Moi, j'ai dit que les gens le sachent. Que quand on fait la politique, c'est un sacerdoce. On travaille pour l'ensemble. C'est pour ça que notre slogan, c'est le Cameroun par nous tous, pour nous tous. Jacques Maboula Bouya, on va essayer de revoir ce temps de parole après votre prise de parole, puisqu'on a le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui va également s'exprimer sur la stratégie au bout d'une semaine. D'abord au niveau de la Kéré, c'était
sensiblement la même question que j'allais vous adresser. La stratégie du one-man show, est-ce que vous avez le sentiment que ça paye? Écoutez, votre expression est d'abord dans la droite, parce qu'il ne s'agit pas d'un one-man show. À Kérémouna, il est soutenu par plusieurs formations politiques, l'association de la société civile et des personnalités politiques. Vous n'allez pas me dire que le bâtonnier Yondo Black, c'est un inconnu de l'univers politique, un homme qui a payé de toute sa vie son engagement politique. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun nouveau ou le Front populaire pour le développement ou l'Alliance des forces patriotiques, ce ne soit pas des forces politiques. Vous avez un ensemble de forces qui soutiennent le bâtonnier Kérémouna. Au-delà de cette vision réductrice, il faudrait que vous sachiez une chose. Nous n'avons rien contre le président Paul Biya, sauf qu'il est devenu l'instrument d'un réseau de détourneurs et de pilleurs de ce pays. Il n'a plus la capacité opérationnelle de surveiller et de contrôler cette nation. La preuve, c'est le nombre de personnes qu'on a en prison aujourd'hui. La preuve, c'est l'état de démunissement. En fait, également la preuve de l'efficacité du fonctionnement d'un système. Bon, si vous êtes content, si on peut mettre tous les gens en prison, ça veut dire aussi vous serez unique que la justice fonctionne. Je dis bien, si vous êtes content de votre situation socio-économique au regard de ce que je peux voir dans la vie au quotidien de tous les Camerounais, je peux vous dire que si on juge l'arbre à son fruit, il faut changer d'arbre. Parlons de votre stratégie, c'est justement... Notre stratégie, c'est mutualiser. Oui. C'est pour cela que nous continuons de travailler. Travailler dans le sens de fédérer les forces, parce qu'il s'agira de couvrir 25 000 bureaux de vote dans 360 communes et faire en sorte que, au-delà de tout cela, le peuple se lève comme un seul homme pour sécuriser les voies. La politique, ce n'est pas seulement la pensée politique, c'est aussi la mise en œuvre opérationnelle de comment on conquiert le pouvoir. Il est impératif de rappeler à ce moment précis à tous les Camerounais que, en temps d'oppression et de persécution, ne pas avoir une position, c'est faire le jeu de l'oppresseur et du persécuteur. Les Camerounais ont besoin de sortir au soir du 7 octobre, rassurés que demain, ils seront avec des hommes qui peuvent sécuriser l'argent public par la réforme de l'État, assurer une saine redistribution de cet argent dans les projets structurants et faire en sorte que chaque jeune puisse, au sorti de son école, trouver un emploi, pas seulement à Douala, Yaoundé, Bafoussam, mais à Yabassi, Angeblem, Douga, etc., dans toutes les zones reculées. On n'a pas besoin de venir à Douala pour gagner sa vie. On peut gagner sa vie partout. C'est le sens de l'agence de la gestion des ressources nationales qui vise à transformer sur place notre bois, nos pierres, nos sables, etc., pour générer de l'emploi là où il y a la ressource. D'où ma question, est-ce que ces shows populaires permettent de faire passer ce message? Écoutez, tous ceux qui sont venus au meeting d'à Kérémouna sont repartis, je peux vous le rassurer, avec un bulletin orange. Il donne la preuve que tout le monde veut sortir du meeting avec la voix qu'il donnera au bâtonnier à Kérémouna. Sauf que aujourd'hui, nous savons une seule chose. Dans l'isoloir. Hein? L'isoloir, c'est justement pour ça que je dis aux Camerounais, n'ayez pas peur. Dans de nombreuses localités, on met de la pression sur certains jeunes, on les persécute, on les menace, au cas où ils ne voteraient pas pour le candidat Paul Biya. Nous leur disons, le candidat Paul Biya a fait son temps. 36 ans, ça suffit. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. La cause de notre souffrance, c'est le RDPC, qui n'a pas su rétablir la justice sociale. Et on a beau vouloir, la même graine produira le même fruit. Ce qui est certain, ceux qui n'ont pas tiré le son de la désespérance et de la misère qui nous empoignent aujourd'hui, en revenant sur la même marche, on aura le même résultat. D'où la nécessité d'en sortir et le 7 octobre par un vote massif en faveur de la voix que portera l'opposition. Je voudrais rappeler à la jeunesse, au sein de l'opposition, vous avez les piliers centraux de la défense du régime qui ne feront jamais alliance, qui ne feront jamais coalition parce qu'ils sont financés et entretenus par le système. Et il faut faire très attention. Je suis certain d'une chose. Les ténors majors de cette République au sein de l'opposition se concertent, se parlent. Je fais confiance encore à ces âmes qui incarnent la nouvelle République, qui incarnent les forces du changement, parce que je souhaite que, avant le 6 octobre, ils nous donnent la conduite à tenir. Il est impératif que le peuple se lève comme un seul homme pour dire « ça suffit maintenant »
une nouvelle république devient possible. Et je suis ici ce soir pour dire à chaque Camerounais, priez pour ces leaders qui incarnent le changement, afin qu'ils soient empreints de l'esprit de sagesse pour vous donner le chemin à suivre. Il n'y a que ces forces-là, ces personnes-là qui vont incarner la nouvelle république. Je sais que ces personnes se parlent. Elles seront 2, 3, 4, 5, j'en sais rien, mais je peux vous dire, ces personnes travaillent parce qu'on a un seul parti politique, c'est le Cameroun. Et le Cameroun aujourd'hui, il est à genoux, il est à terre. Le Cameroun aujourd'hui perd environ 100 milliards du fait de la crise anglophone. Le Cameroun aujourd'hui perd suffisamment d'argent et supporte un coût de la guerre qui est impressionnant. Et ce n'est pas un tel Cameroun qu'on peut laisser dans des mains inexpertes. L'enthousiasme et la volonté ont conduit bien des nations dans des catastrophes bien plus grandes. Certaines nations nous le démontrent encore. Il est important de faire en sorte que le soir du 7 octobre, nous sortions grandis. Parce que je sais une chose, il y a des pressions sur ces leaders. Certains sont même menacés de vie parce qu'ils veulent se mettre ensemble pour travailler. Je dis à ce peuple, priez pour ces hommes afin qu'ils soient empreints de sagesse, de lumière pour donner une nouvelle issue à ce pays. Ce n'est pas Paul Biya qui va incarner le changement parce qu'il a fait son temps. 36 années, c'est suffisant pour démontrer si on est un leader de la prospérité. Il a pu faire un nombre de choses. Nous lui disons merci, mais le Cameroun aujourd'hui est en pleine hémorragie financière et biologique. Il faut mettre un terme à cela. Et c'est pour cela que je voudrais, pour terminer, dire aux jeunes, il y a des projets porteurs, que ce soit dans la vision et les programmes des uns et des autres. Notre axe central, c'est mettre un terme à l'hémorragie, à la gabegie financière et lancer les grands chantiers de l'emploi, le chemin de fer, les réformes agraires, la transformation des ressources, l'école gratuite du secondaire au primaire, la formation et la santé pour tous avec des projets innovants, des plateaux techniques améliorés dans toutes nos régions, dans tous les départements. Il y a des urgences de vous sécuriser, de vous donner un accès à la propriété foncière, au logement et à des espaces de jeu, à l'aménagement paysager et au ramassage de vos poubelles et tout ça. Ça, c'est des défis que nous avons ensemble. Et ça se passe le 7 octobre. Vous devrez choisir la voie du changement, celle que nous donnera, celle qui nous sera montrée par tous nos leaders. Alors, Fred Ngo, sur les stratégies, on constate qu'il y a des mains tendues. Il y a une certaine opposition qui est en course britannique, qui semble avoir entamé une démarche pour la désignation d'un candidat. Il y a une autre formation qui parle de fédérer les énergies. Il y a un parti plus ancien au sein de l'opposition qui indique très clairement avoir initié ces réflexions autour d'une coalition de l'opposition. Il y a visiblement un boulevard qui souffre pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti que vous soutenez. Est-ce que vous capitalisez avec... Capitaliser avec qui? Est-ce que vous capitalisez justement ces divergences d'opinion finalement au sujet d'une plateforme de l'opposition qui pourrait justement profiter au candidat qui est le vôtre? Je pense que nos esprits sont très égocentriques et il n'y aura pas de coalition. Ça, c'est je vais vous dire la vérité, c'est du leurre. Il n'y aura rien. Chacun se dit qui sera président demain. Nous sommes à 4 jours de l'élection ou 5 jours de l'élection. Quand est-ce qu'ils vont se coaliser? Quand est-ce qu'ils vont s'entendre? Quand est-ce qu'ils vont même se dire que bon, si c'est tel qui est président, demain, le gouvernement sera comme ça? On est déjà même sur la forme de l'État qu'on n'arrive pas à comprendre. Chacun va avec son idéologie. Il y a même certains partis qui pensent que hier ils viennent d'être créés, ils vont devenir président. Est-ce que le G20 a pu capitaliser suffisamment? C'est peut-être là ma question. Est-ce que justement le fait qu'il n'y ait pas de consensus autour de cette approche-là aujourd'hui, vous réussissez justement à comprendre que l'enjeu est important pour avoir un maximum d'électeurs? Bien sûr, le jeu est très important. C'est pour ça que déjà, lorsqu'on a constaté que les partis ne veulent pas se regrouper pour avoir un seul candidat, on s'est dit autant se rallier au président Biya parce que c'est l'homme qu'il faut en ce moment surtout voir la situation actuelle parce qu'il maîtrise bien ses dossiers. Ça, je le dis avec conviction.
le président Biya maîtrise parfaitement les dossiers qui sont en cours pour disons, au niveau bilatéral, au niveau multilatéral, et le dossier qui est interne, qui est le problème de Boko Haram, qui est le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, ne nous leurrons pas. Ce n'est pas les nouveaux venus hier qui vont dire qu'ils maîtrisent mieux les dossiers. Je ne dis pas, je ne lance pas les fleurs à M. Adamou Ndamdjoua, mais c'est un ancien. S'ils veulent se regrouper, qu'ils se regroupent autour de lui. Il est plus expérimenté que les autres. J'ai été candidat en 2004 à la présidentielle et en 2011. J'en sais quelque chose. Vous avez constaté que le candidat Biya est très coriace. Mais bien sûr, j'ai mesuré mes forces et mes faiblesses. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci? Autant me rallier avec les autres partis à une équipe qui va gagner certainement. Je viens de vous dire que les sondages lui donnent déjà 80%. Et ce n'est pas du mensonge. Et je participe à tous les meetings. Et je participe aussi aux autres meetings des autres partis. J'essaye de voir ce qui se passe. Mais je dis aujourd'hui, s'il y a un consensus au niveau de l'opposition, donnons la chance à Adamou Ndamdjoua. Mais ça ne se fera jamais parce que lui, il connaît le coup. Non, il connaît le coup parce qu'on l'a eu comme ça, on l'a laissé au carrefour. Par un certain monsieur dont je ne parlerai jamais ici, il a dit que sa roue était crevée. Donc je connais les problèmes des Camerounais. Chacun veut être président de la République. Laissez donc le président bien achever ce qu'il a, sa mission. Et je pense que les vieilles marmites font la meilleure sauce qu'on n'a jamais goûtée. Je crois. Luther Meka, c'est finalement la force de l'expérience. Le slogan de votre champion semble coller à la réalité du Cameroun. On a l'impression qu'il a fait une véritable analyse sans complaisance de la situation politique dans notre pays pour choisir finalement ce slogan-là. Mais avant de répondre à cette question, dites-nous un peu, il y a la stratégie du porte-à-porte qui a été expérimentée depuis le début de cette campagne. Est-ce que les résultats sont probants? Disons que, permettez-moi de faire une parenthèse, parce que je suis interpellé par les jeunes à travers le monde, les jeunes Camerounais à travers le monde, qui me demandent pourquoi je suis derrière la force de l'expérience. Je vais vous dire que le président Sambaka a dit beaucoup de choses, mais il a refusé de dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsque les Camerounais ont fait confiance au MSC, au SDF, à l'UDC, ces leaders politiques ont déçu la jeunesse. Parce que dans les années 90-2000, ils ont constaté que les leaders politiques avaient beaucoup de compromissions avec le pouvoir. Je vais vous prendre des exemples simples. Monsieur Akeremouna est celui-là même. Ce sont des controverses, ce sont des paradoxes qui amènent à ce que les Camerounais soient dubitatifs par rapport à leur sincérité. Monsieur Akeremouna est le candidat actuel qui a décerné un prix au chef de l'État sur la compétence, sur la gestion des conflits avec Thabo Mbeki. Monsieur Akeremouna est celui-là, Monsieur Akeremouna est celui-là, il faut le dire, c'est important. Il a donné ce prix, les bandésistes. Monsieur Akeremouna est celui-là qui a empoché l'argent du BBJ. Et un journaliste lui a demandé où se trouve l'argent. Il dit qu'il a empoché parce que cela fait partie de ses honoraires. Je vais vous prendre le cas, n'est-ce pas, du MLC. Le président du MLC est celui-là qui a fait un délit d'initié incroyable. Un ministre qui gagne le marché par rapport à un conflit, à gérer un conflit. Son cabinet gagne le marché, il empoche 14 milliards et parce qu'il n'a pas pu être investi à la Cour internationale de justice, il boude et lorsqu'il est au courant qu'il ne sera plus ministre, il va créer un parti pour faire le chantage au gouvernement. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque les Camerounais se réveillent un matin où Madame Roso Fundi de regretter mémoire est escortée par les motards et n'est-ce pas son cercueil est porté par la police républicaine, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en fait c'est quoi? Ce qui s'est passé c'est que ces gens sont en concubinage avec, n'est-ce pas, le régime, avec notre parti. Et je le dis, je vais vous faire une confidence. Je suis le premier jeune à avoir lancé l'assaut de la jeunesse en politique
Je suis le premier. En 2008, j'ai créé Alternative Citoyenne de la Jeunesse, où j'ai fait un acte inédit, où j'ai rassemblé les jeunes de tous les partis pour qu'ils puissent être représentés dans les partis politiques. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, c'est inédit. J'ai rencontré le leader de l'UDC, M. Sambaka m'a introduit sur le leader de l'UDC, il a fui par la porte de derrière. Tu avais dit quoi? Je suis allé rencontrer le président Ekindi. Le président Ekindi a été clair avec moi. Il me dit que nous voulons faire un pont aérien sans militer, sans apprendre, que j'entre dans son parti pour militer, parce que je ne sais rien, je ne peux rien lui apprendre. Ils sont vivants. Je suis allé rencontrer Mahamat Suleiman ou Mahamat, il est de regretter, mais moi il est mort. Il m'a amené rencontrer Bernard Mouna. Bernard Mouna m'a demandé d'arrêter tout ce que je fais là, parce que je comprends rien à ce que je fais. Il faut que j'entre dans son parti politique. Il n'y a Kanissé Kane qui a signé une convention avec les jeunes et qui a recruté un jeune dans son parti qui est resté là-bas étant membre du bureau politique. C'est pour vous faire la somme, pour vous dire que tous ces gens que vous voyez, tous ces gens que vous voyez, tous ces gens, mais il a fui. Je dis qu'il a fui les jeunes, pas moi. Ils sont vivants, je peux les appeler. Il a fui les jeunes. Mais on a je fait des forums jeunes. Je ne parlerai pas de sa stratégie de call qu'il a fait à l'époque, qui aujourd'hui, beaucoup de gens ont laissé l'école à cause de lui. C'est pour vous dire quoi, monsieur Sandio? C'est pour vous dire que moi, je ne suis pas venu faire la politique politicienne. Je suis venu dire la vérité aux Camerounais. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle business politique. Tous ces gens font, n'est-ce pas, du business. Et je suis venu leur dire qu'au lieu d'aller s'abreuver aux affluents, ils doivent s'abreuver à l'océan. Le président Paul Biya, c'est lui le père. C'est lui qui dirige, c'est lui qui guide. Et c'est lui qui a les choses en main pour permettre à ce que le Cameroun puisse s'élever. Parce que tous ces gens que vous voyez là, tous ces hommes politiques là, je les connais comme mes petits doigts. Je vous rappelle que son parti, le parti de l'UDC, c'est un parti familial. Monsieur est maire, madame est députée. Punto, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je respecte le président Sambaka. Je me suis dit que peut-être son travail qu'il fait depuis des années, on aurait pu, n'est-ce pas, faire quelque chose pour qu'il puisse être véritablement ennobli et investi. Mais il n'y a que dalle. C'est pour ça que j'ai décidé de soutenir. C'est pour ça que j'ai décidé de soutenir le président Paul Biya. Parce que je connais ces hommes politiques. Je connais quelles sont leurs idées. Je connais quelles sont leurs... Ils ne pourront jamais s'entendre. Parce que chaque fois, ils sont là pour discuter pour de l'argent, pour des petits bisbilles. Je vous demande... Ça, c'est un pur produit de l'égoïsme que nous vivons dans ce pays. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Il faut faire très attention, monsieur Meka. Le président vous avez de l'intelligence, mais vous mettez ça au service du mal. Moi, je suis venu parler, je dis, vous mettez votre intelligence la vérité aux Camerounais. Parce que les Camerounais peuvent penser que... Les Camerounais peuvent penser que c'est... Non, mais je suis en train de dire... Mais vous êtes témoin. Allez-y, c'est votre temps de parole. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Non, vous n'avez pas nié ce que j'ai dit. Donc je suis en train de... Par respect pour vous, monsieur Meka, non, je suis en train de vous dire... Je suis en train de dire la vérité aux Camerounais. Chacun a un temps de parole. Roland, non, je voudrais qu'on s'entende. Vous avez parlé tout à l'heure. On vous a religieusement écouté. Vous aurez le temps de parole. Ce que je dis, ce sont des faits. Tout naturellement. Ce que je dis, ce sont les faits. Et les faits sont sapés. Vous allez réagir. Ce que je dis, ce sont les faits. Et les faits sont secrets. Abstenez-vous de me manquer de respect. Je ne vous manque pas de respect. Je me respecte suffisamment. Je ne vous manque pas de respect, je dis les faits. Abstenez-vous de me manquer de respect. Permettez-moi de dire les faits. Je voudrais qu'on avance, on avance dans le débat. J'ai raconté une histoire. S'il y avait des choses à redire, vous m'aurez repris. Les envie de connaître leur histoire. Allez. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'était pour éclairer les Camerounais sur le genre de candidat qu'ils ont en face. Je ne parlerai plus de Maître Akeremouna par rapport à son mandat de bâtonnier et tout ce qui a été fait comme trafic, comme magouille là-dedans. J'ai reçu des avocats qui m'en ont parlé et ils sont prêts à parler au moment venu. Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que nous soutenons le président Paul Biya parce que c'est l'homme de la situation et c'est l'homme qu'il faut pour amener le Cameroun vers l'émergence, parce qu'il y a un dernier virage, il y a des projets qui sont mis en marche et ces projets doivent aboutir et le président Paul Biya doit amener ces projets à maturation. Vous avez parlé tout à l'heure de la stratégie du RDPC, parce que nous avons décidé non pas de faire dans la spectacularisation, mais de pouvoir réunir les Camerounais dans les meetings et de faire les porte-à-porte. Je voudrais parler de ce que moi je connais.
dans le littoral. Parce que nous avons le ministre Laurent Esso et toute la commission départementale du Vouri qui fait un travail exceptionnel. Nous avons décidé d'aller vers les Camerounais, vers les communautés. Nous avons rencontré la communauté Betty. Le RDPC a rencontré la communauté du Grand Nord. Le RDPC a rencontré les jeunes. Le RDPC est descendu vers les Camerounais pour leur expliquer le projet politique. Et je vais vous dire que les échos sont tout à fait bons. Les Camerounais comprennent que nous sommes en train de remonter la pente, qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'être relancés. Et c'est unique au monde un président qui lance 4 barrages au même moment et la construction de plusieurs stades et la construction des routes, plusieurs chantiers qui sont en train, n'est-ce pas, d'être montés. Les Camerounais ont compris qu'effectivement le président Paul Biya, c'est un président, un infatigable bâtisseur qui est en train de relever le Cameroun. Et c'est pour ça que je vais conclure en disant que lorsque nous sommes allés vers les Camerounais nous ont rassurés en disant qu'ils ne voyaient personne en face. Parce que ceux qui sont en face les ont déçus. Déçus par la compromission, déçus par la convoitise, mais surtout déçus par le fait que les égoïsmes ne veulent pas s'entendre, chacun va être candidat. Et c'est pour ça qu'ils ont encore choisi le président Paul Biya comme leur candidat et comme leur président. Ne soyez pas surpris du score qui aura le 7 octobre parce que ce sera un score inédit. Je voudrais qu'on avance, on va avancer dans le débat, mon cher Roland, on va avancer dans le débat. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous ne prenons pas d'appel. Malheureusement, je suis assailli par vos appels. Si vous souhaitez absolument réagir à ce débat ce soir, uniquement par SMS, et je me ferai le plaisir de rendre public vos réactions en direct de cette émission. Je voudrais qu'on avance dans le débat et qu'on aborde la deuxième thématique de cette émission ce soir. La question de l'enjeu électoral dans la partie septentrionale du pays. On s'est rendu compte effectivement que le MRC s'y est également rendu, tout comme le RDPC était d'ailleurs en lancement de meeting, même si certains parlent de déplacement déguisé. Le MRC s'y est rendu, l'enjeu est important. Avez-vous le sentiment que vous avez les moyens de faire basculer l'électorat de cette partie du terroir qui jusqu'ici a toujours voté pour le RDPC? Je vous remercie infiniment pour votre question et de me donner l'honneur encore une fois, malgré que je sois manifestement le plus jeune sur ce plateau, d'ouvrir la voie sur cette question-là. Mais vous me permettrez une petite parenthèse. À la fin du propos de M. Meka tout à l'heure, qui je crois est de ma génération, on a envie de dire tout est bien dans le meilleur des mondes. On a envie de dire basta, il n'y a rien à regarder. Et ça me rappelle la phrase que j'ai vue sur cette banderole au meeting du président de la République à Maroua. Nous ne sommes plus des moutons. Nous ne sommes plus ces moutons à qui on vient dire ne votez pas pour les démons parce que nous les costauds diables c'est nous qui leur donnons leur pitance. Nous ne sommes plus des moutons à qui on dira non, ne votez pas pour Maurice Kamto parce que nous l'avons vu voler 14 milliards et on l'a laissé faire. Ça ne sert à rien de le laisser être président de la République. Vaut mieux nous donner à nous, qui sommes complices de son vol de 14 milliards, si cela est vrai. Laissez-nous organiser pour 7 ans encore le vol. Et c'est gênant, c'est même pas seulement gênant, c'est effrayant. Quand c'est une génération à laquelle je crois me reconnaître, qui reproduit ce que le président Sambaka, avec tout le respect que nous avons pour lui, a décrit avec précision tout à l'heure. C'est regrettable quand c'est la génération dont le carburant en temps normal, c'est l'espoir, qui reproduit l'état d'un système vieux de 36 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux Camerounais ce qu'ils proposent, non, même pas ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont fait. Il me semble que la définition la plus simple du bilan, c'est promesse moins réalisation. Qu'est-ce qu'on avait promis? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Le solde au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Non, on vous dit, oh, les autres ne valent pas la peine. Quand on a un seau de poubelle, on le verse sur Akiri Mouna, on le verse sur Maurice Kamto, on sort des histoires par le chapeau. Non. Roland, je rappelle que c'est votre temps de parole. Vous comprenez qu'il faudrait qu'on avance avec le débat. Justement, c'est la question à laquelle l'électorat du Grand Nord comme l'électorat de tout le Cameroun répond. Est-ce que le Camerounais est important? Oui, il est important. Est-ce que le MRC a les moyens de conquérir l'électorat du Grand Nord? Oui, il a les moyens.
je vous fais observer que nous n'avons pas commencé à nous préoccuper de la situation particulière du Grand Nord à la veille de l'élection. Le MRC sur la scène, parmi les 9 candidats, vous savez, quand je dis toujours 8 candidats, c'est parce qu'il y a un fantôme qui n'a finalement rejoint les autres que samedi. Donc, je me corrige. Parmi les 9 candidats, le MRC est le parti qui n'existe que depuis 2012. Et depuis 2012, il s'est donné pour tâche de s'implanter dans tous les coins et recoins du Cameroun et principalement dans les régions septentrionales du pays. Il vous souviendra que le premier vice-président du MRC, qui s'appelle Mamadou Mota, que je salue au passage, est bien de l'extrême nord, de Tokombéré précisément, et qu'il a failli faire fuir M. Kavaïgué Dibril lors des différentes fêtes du 20 mai, lorsqu'il a fait défiler à Tokombéré même une foule immense de militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. De toutes les manières, il n'est pas question ici de faire une bataille pour montrer les muscles. Il est question de dire, oui, les populations du Cameroun, celles du Grand Nord en particulier, ont compris que le MRC a pour elles un programme en 5 chantiers. Un chantier prioritaire qui est le chantier institutionnel, qui veut remettre la question des institutions au cœur du débat national, décentraliser le plus possible dans une forme de l'État qui sera définie par les Camerounais eux-mêmes au cours d'un dialogue national inclusif pour acter les éléments de résolution, notamment d'une crise comme la crise anglophone, mais surtout acter constitutionnellement la dévolution la plus large possible de compétences aux régions, et notamment les régions septentrionales. Je passe les détails parce que je sais qu'on n'aura pas assez de temps. Un chantier jeunesse et éducation qui va permettre aux populations parfois sous-scolarisées ou pas scolarisées du tout d'acquérir des compétences, des formations, des outils pour leur permettre de s'auto-employer, de trouver un emploi adapté à leur environnement. Un chantier production et économique axé principalement sur l'agriculture. Et là, je vais m'attarder un peu parce que les régions du Grand Nord ont une particularité. Elles ont déjà dans leurs habitudes aujourd'hui l'agriculture attelée. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut introduire par exemple la culture de la noix de cajou, qui est une culture plus adaptée à l'écologie de la région du Grand Nord. Et je parle sous le contrôle évidemment d'un écologiste sur ce plateau. Il n'y a pas que cela. Il y a dans le chantier économie la résolution du déficit énergétique en allant vers des sources d'énergie vertes. La région septentrionale du Cameroun est ensoleillée pratiquement 10 mois sur 12. On peut donc installer dans les régions du Grand Nord des centrales photovoltaïques pour alimenter les familles, pour alimenter les petites communautés, de telle sorte que les grands barrages qui peuvent être construits, ceux-là fourniront l'énergie nécessaire pour faire tourner les industries et donc il n'y aura plus la pression des ménages sur l'énergie nécessaire pour faire tourner les industries. Je ne vais pas manquer d'insister, de souligner à plusieurs traits le chantier social dans lequel les populations du Grand Nord se reconnaîtront véritablement, c'est-à-dire l'accès à la santé, aux soins de santé de base, l'accès aux commodités de base en matière de santé, le plateau technique, les centres de santé. Le professeur Kamto s'est engagé à renforcer les effectifs de la fonction publique, principalement dans le secteur de la santé. Il y a également le secteur de l'éducation, mais comme je suis passé dessus, je ne reviens pas là-dessus. Pour que chaque Camerounais, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse avoir accès à des soins de santé de qualité. Et je ne peux pas ne pas indiquer que l'engagement ferme que le professeur Kamto a pris, c'est qu'un acte médical majeur au moment de donner la vie, comme la césarienne, doit pouvoir être prise en charge par l'État. Et l'État en a les moyens. Au-delà du fait qu'il faut une assurance, une couverture maladie universelle, au minimum pour les affections courantes de base. Il y a le chantier des rapports avec la diaspora.
nous devons faire un saut stratégique, nous devons faire un saut qualitatif. Nous devons maîtriser, développer, asseoir la technologie dans notre pays. Et nous ne pouvons pas, par exemple, utiliser toute la spécificité agroécologique du Grand Nord si nous ne maîtrisons justement pas la technologie. Or, nous avons une diaspora nombreuse, intelligente, disséminée de par le monde, qui fait face à la compétition internationale, c'est-à-dire qui est là où les choses se font. Il est question dans ce pacte-là de ramener, de créer les conditions pour que justement nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora puissent ramener toute l'expertise qu'ils ont acquis de ce côté-là. Les moyens qui vont avec, parce que vous le savez également comme moi, très souvent quand nos frères de la diaspora viennent avec des projets, ils viennent aussi avec le financement. Ils ne viennent pas seulement avec de belles idées, mais notre environnement, que M. Meka trouve parfait, est tellement parfait qu'ils n'arrivent pas à prospérer dans leur propre pays. Ils sont obligés de retourner d'où ils sont venus avec leurs projets, alors que ça aurait pu améliorer même leur performance économique, eux qui sont encore au pouvoir, heureusement plus pour 5 jours encore seulement. Voyez donc, voilà ramasser globalement le projet sur la base duquel le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ensemble avec les forces alternatives pour l'alternance, par les unes et dans la paix, et les personnalités, les candidats qu'ils voudront bien, qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, pensent pouvoir impacter, convaincre les populations du Nord Cameroun qui ont dit au président Paul Biya qu'elles ne sont plus des moutons, qu'elles vont désormais savoir avec précision qui est là pour leur intérêt. Il y a eu la crise Boko Haram. Nous avons tous salué la bravoure des forces de défense. Nous avons tous salué l'implication des comités d'autodéfense. Mais le président de la République n'a jamais cru devoir y mettre ne serait-ce que le pied. Non seulement pour galvaniser ses troupes au front, encore moins pour consoler ses populations. Mais il a trouvé le temps. Il a trouvé le temps, à l'occasion d'une campagne électorale, d'aller faire un meeting à Maroua où les administratifs, les corps constitués, les préfets, sous-préfets, etc., les élites, entre guillemets, étaient plus nombreuses que les populations qui parfois sont venues là parce qu'elles espéraient avoir un bout de pain avec une boîte de sardines. Vous avez certainement chuté. Hein? Et je vais chuter simplement en disant que les populations du Nord Cameroun n'ont pas besoin d'assistanat. Elles ont besoin d'un projet. Elles ont besoin d'une orientation crédible. Elles ont besoin de savoir quel est le cap. Et le cap, mon cher Yves Sanjo, le cap, c'est le candidat le meilleur, avec éventuellement les autres forces qui voudront bien accompagner sa candidature, avec celles qui le font déjà. Pourquoi? Parce que tout seul l'échec est assuré. Pardon? Parce que tout seul le MRC couvre... Je n'ai pas voulu revenir, parce que vous avez dit que mon temps de parole était limité. J'aurais bien aimé revenir sur un certain nombre de questions, mais comme vous m'en donnez l'occasion, je vous en remercie. Vraiment en un mot, parce qu'on va, on va passer la parole aux autres. La première des choses à dire sur la question, c'est que le RDP s'est fait croire qu'il a déjà tout gagné. Et s'il avait tout gagné, il n'aurait pas eu besoin lui-même d'une coalition. Donc la première chose à dire, c'est que, évidemment, le RDPC n'a pas tout gagné. Et Dieu seul sait d'où sortent ce genre de sondages. Je vais m'abstenir de qualificatifs qui disent que le RDPC a déjà 80%, etc. Ça, c'est d'un de deux. Qui vote? Ce ne sont pas les candidats. Les candidats, même s'ils se mettent à 8, ça fait 8 voix. Ce sont les populations qui votent. Aujourd'hui, nous avons 6,5 millions environ d'électeurs, parmi lesquels, si on tient compte des statistiques électorales depuis 1992, mais principalement les dernières en date, c'est-à-dire 2013, il y a au minimum 3 millions et demi, voire 4 millions de personnes qui ne votent pas pour le pouvoir. C'est-à-dire que on vous dit à vous 4 millions de Camerounais que vous n'avez pas le pouvoir de faire dégager ceux qui sont à peine 2,5 millions. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit que vous ne savez pas choisir. On vous dit que vous ne saurez pas, vous, 4 millions, choisir entre 8 candidats, probablement parce que 8 candidats ne se seraient pas entendus pour désigner la voie. Et je fais mien l'indication du
du grand frère Sambaka tout à l'heure, les Camerounais sont mûrs. Ils seront choisis. Et c'est parce que nous avons confiance en leur bon sens que nous savons que le professeur Maurice Kamto... Merci Roland. Vous allez constater que c'est fait à dessein. Si jusqu'ici, je n'ai pas voulu circonscrire les temps de parole pour qu'on soit très clair dans cette émission et que l'ensemble des mandataires des différents partis comprennent qu'il y a tout au moins la démocratie autour de ce plateau. Cyril Sambaka, l'UDC est en course pour cette élection à travers votre champion. On a quand même le Grand Nord qui constitue à peu près 3 millions d'électeurs. Mais c'est une zone que vous connaissez bien, mais qui a curieusement toujours voté pour le parti au pouvoir. Non. Mais une grande partie de cet électorat. On reviendra sur les chiffres. La question est de savoir 3 mairies à l'extrême nord qu'on lui a arraché. D'où ma question. Une place de député qu'on lui a arraché. Aller à mairie, aller à Kaikai. D'où ma question, Cyril Sambaka. Est-ce qu'on peut faire totalement basculer cet électorat parce que non, vous le savez, RDPC reste quand même bien implanté à travers ces années. C'est un travail de 26 ans. Écoutez bien, c'est un travail de 26 ans. Ce n'est pas un travail de 3 ans. C'est un travail de 26 ans. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Et même ces populations du Nord, elles savent très bien dans quelles conditions elles vivent. Il y a 5 ans, j'ai sorti un plan d'urgence communal participatif. C'était exactement pour ces problèmes-là. Parce que, en réalité, la décentralisation, si elle existait aujourd'hui, si la décentralisation existait aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce que les zones comme l'extrême nord, Boko Haram s'y installé parce que, précisément, il n'y avait rien à faire. Les maires qui sont élus par les populations ont pour seul devoir de faire les actes de mariage, les actes de décès et les actes de naissance. Donc, imaginez donc, je me demande, il y a 5 ans, un plan d'urgence communale participatif qui, en attendant que les régions se fassent, mettent en place 1 milliard de francs par an pendant 3 ans pour chaque commune du Cameroun. C'est un ancrage pour le développement. On ne peut pas imaginer le Cameroun de demain sans les communes, sans que les communes ne soient le départ du développement. C'est ça la décentralisation. Quand vous regardez dans notre programme sur les arts et la culture, les maisons de la culture, il y en a prévu 360. Parce que ça correspond à nos communes. Si nous partons pour le développement durable, nous ne pouvons pas accéder à quoi que ce soit si nous ne partons pas des communes. Donc nous ne pouvons pas, pendant 60 ans, constater que la centralisation excessive a porté de mauvais fruits et que tout le monde attend être des mendiants, alors qu'en réalité, tout le monde travaille pour que le Cameroun puisse avoir son budget. Ce budget doit être réparti. Une partie pour le pouvoir central, une partie pour les régions. Et ces régions qui couvrent les communes ne peuvent pas non plus s'approprier tout, alors que le vecteur du lancement de développement, c'est la commune. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tout faire au niveau de la commune. La commune devient une entité qui peut négocier avec des investisseurs, avoir sa quote-part dans les sociétés, transformer ceci, encadrer. Alors, l'UDC, face au rapport de force dans cette partie du terroir, vous avez... Je vous dis que nous travaillons sur le terrain. On a notre honorable député qui se trouve actuellement à Kaikai en train de faire des meetings. Vous comprenez? Nous avons eu 3 communes que nous avons gagnées aux élections. Il y a une commune, le sous-préfet a appelé le docteur Adamou Damdjira pour le féliciter. Le lendemain, Elekam a dit que nous n'avons pas gagné. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas qu'un parti peut survivre pendant 26 ans s'il n'a pas de racines. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Beaucoup sont nés, beaucoup ont disparu. Mais vous êtes là depuis 27 ans. Et on pense que vous n'avez pas de racines, vous n'avez que les racines dans le Noun. C'est des histoires. C'est des histoires. Je sors du sud, où on a gagné des communes. On a arraché. On dit on ne vient pas prendre dans la cuisine du chef de l'État. Ça a été dit par des ministres. Ils ont arraché. Mais on va récupérer tout ça. Alors, Fridgo, rapidement, sur l'enjeu électoral dans la partie septentrionale du Cameroun, peut-être qu'on va faire en un mot, parce que c'est finalement la coalition. En un mot, la victoire vous semble assurée pour le RDPC dans cette partie du terroir, au regard du déploiement, au regard des alliés? Absolument. La victoire est là. C'est comme aux États-Unis, il y a des régions, lorsque vous les gagnez, l'élection est déjà gagnée d'avance. C'est exactement ce qui se passe au Nord. Et je pense qu'on
le président Biya a fait une grande démonstration en allant à Maroua, où il y a plus de 2 millions d'électeurs. Si vous avez déjà 2 millions d'électeurs dans une seule localité, il vous reste encore quoi? Le centre, c'est pour lui. L'Est, c'est pour lui. Il reste encore quoi? Le littoral est en train de faire sa démonstration. Il n'y a plus rien. Rapidement, Jacques Maboula Bouya, avec la permission de la réalisation, pour permettre qu'on puisse avoir votre temps de parole, celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et très rapidement lire quelques SMS avant de sortir de cette émission. Oui, aux populations du Grand Nord, je voudrais dire une seule chose. C'est vous qui avez donné ce slogan, Jonta Jonta. Jonta Jonta, c'est maintenant. Et le changement, c'est le bulletin orange. Et vous devez le savoir. Vous n'êtes pas pauvre dans le Grand Nord parce que cette région est pauvre. Vous êtes pauvre parce que c'est une pensée et une volonté politique. Vous êtes pauvre parce qu'on veut que vous ne puissiez pas penser par vous-même. On veut que vous vous couchiez, que vous vous prosternez devant quelques individus, parce qu'on veut vous traiter comme des moutons. La pauvreté, c'est une volonté du régime actuel. Et quand on dit la force de l'expérience, comprenez la force de la misère. Parce que la force de la misère, c'est utiliser un homme 7 ans après l'avoir clochardisé, maintenu dans la souffrance, la misère, et lui donner quelques pagnes, un bout de pain et de sardines, et afin qu'il retrouve le sourire. C'est ça la force de la misère, c'est pas l'expérience. Je vous demande une seule chose. Vous savez, le temps qu'on met aujourd'hui entre Ngaoundéré et Kousséri, l'état de la route, combien c'est difficile pour chacun d'entre nous. Pratiquement pour aller de Ngaoundéré à Kousséri, vous mettez 15 à 20 heures de temps. Il y a quelques années, ça ne se faisait pas comme ça. Il faut arrêter cela. On peut reconstruire ce pays. Et si nous n'avons plus de semences dans notre grenier, pour repartir, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont mangé cette semence. Quand une famille est pauvre, alors que hier, elle avait des avions, des sociétés, plein de biens qui donnaient de l'emploi, de la prospérité, de l'école, et la bourse même aux étudiants, et le logement social à tous ces jeunes-là, et qu'aujourd'hui nous ne soyons plus à ce stade de pouvoir donner un logement à qui que ce soit, je voudrais vous dire que c'est une volonté du régime actuel. Il faudra le sanctionner sévèrement par la gifle orange le 7 octobre, afin que nous revenions sur les chemins de la croissance, de la prospérité. Pour le Grand Nord, le bâtonnier Akeremouna a des projets d'irrigation. Vous avez de vastes étendues, mais vous n'avez pas assez d'eau pour produire. On va moderniser votre agriculture, on va vous donner la capacité de produire en plusieurs saisons par un système irrigué. Et ça, vous allez pouvoir les vendre dans les hubs agricoles que nous appelons HANA dans le projet de développement du bâtonnier Akeremouna. Et je vous dis encore, il est temps de se lever comme un seul homme pour mettre un terme au pillage, au gaspillage et au détournement des ressources qui vous appauvrissent et vous obligent de venir vivre par 20, par 30 dans des chambres à Douala, à Yaoundé. Ce n'est pas votre destination. Moderniser, accroître la production laitière, c'est un défi que nous avons à relever. Électrifier le chemin de fer du nord au sud, de l'est à l'ouest jusqu'à Djamena, c'est un défi que nous avons à relever. Très bien. Et demain, nous mettrons en place la National Bank of Investment and Infrastructure qui va financer toutes ces grandes réalisations. Et je vous assure d'une seule chose, nous serons un peuple prospère. Luther Meka, pour chacun d'entre vous, on va dire à vos frères et sœurs. On va terminer avec Luther Meka très rapidement. La volonté des élites qui vous pillent. Oui. Et vous asservent. Très bien. Luther Meka, on va terminer avec Luther Meka très rapidement. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et avec vous, on va certainement terminer cette émission pour que l'on puisse avoir rapidement la réaction. Peut-être en un mot, parce que finalement, Luther juste un mot, c'est que le disait, le jeu est plié dans cette partie du terroir. C'est clair, c'est une histoire d'amour entre le Grand Nord et le RDPC. Et vous constaterez très bien que tout le peuple du Grand Nord, avec toutes les coalitions, tous les dignes fils du Grand Nord sont avec le président Paul Biya. Il y a eu la construction de la digue de Magala-Logone qui a coûté près de 54 milliards avec les partenaires. Je crois que le projet du chemin de fer qui relie le Grand Nord à N'Djamena a été dit par le chef de l'État. Cela veut dire que le chef de l'État a à cœur cette grande région. Et je dis à tout ce peuple-là qui a été patriotique et qui a combattu avec les forces de l'ordre par rapport à Boko Haram, de soutenir le président Paul Biya comme ils l'ont toujours soutenu à 100%.
Alors, juste quelques SMS, hein, si la réalisation le permet rapidement. Bonjour à vous bonjour aux animateurs en studio. Je suis monsieur Sabada. Je voudrais dire à monsieur en veste qu'il s'est trompé. En fait, je ne sais pas de qui vous parlez. Alors, j'ai vraiment du mal à lire, mais je vais évacuer très rapidement quelques SMS. Bonsoir à vous en studio. Le Grand Nord est une zone au Cameroun où le président de la République, Paul Biya, trouve un écho favorable. C'est l'information qui est rapportée par ce SMS Divina qui nous a écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonjour le panel, demandez à M. Meka où sont passés les crédits de fonctionnement et les paquets minimums destinés aux écoles publiques qui ont été crédités. Alors, il y en a tellement, je ne pourrais pas les évacuer parce qu'on a voulu accorder le temps de parole nécessaire aux différents mandataires et vous comprenez que c'était une démarche qui était faite à dessein pour permettre à tous ces candidats de comprendre qu'au moins autour de ce plateau, on voudrait que les idées des uns et des autres soient bien comprises des différents électeurs. J'ai reçu une bonne cinquantaine de SMS, je n'ai pas pu les évacuer et j'espère demain pouvoir en tout cas vous rendre ce service-là et vous permettre de participer au débat et sur cette émission sur les antennes de la télévision du monde. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui m'assiste pour la production de ce programme encore ce soir. Je remercie également la direction générale qui permet à ce programme de pouvoir être une quotidienne. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure avec d'autres invités pour d'autres thématiques bien calibrées. Bonne soirée à tous.